Bonjour. J'aimerais noter que cet enregistrement se fait sur les territoires traditionnels des Ojibwés. Selon l'Assemblée des Premières Nations, la majorité des plus de 100 000 enfants autochtones sont inscrits dans des écoles sur leur réserve. Le reste sont inscrits dans des écoles publiques gérées par les provinces. De plus, les besoins en éducation spéciale sont de 2 à 3 fois le taux des écoles publiques hors réserve. Selon Amnesty International et l'envoyé spécial des Nations Unies, les gouvernements canadiens de divers paliers investissent environ la moitié de l'argent sur l'éducation d'un élève sur réserve que ceux d'autres enfants canadiens. Je dis bien, au Canada, nous dépensons 2 fois plus d'argent pour éduquer un élève hors réserve que pour les élèves indigènes. Nous ne devrions pas alors être surpris que le taux de diplomation des élèves indigènes est 36%, c'est-à-dire que seulement un élève autochtone sur 3 reçoit son diplôme du secondaire, ce qui est la moitié du taux canadien. Le portrait de l'immobilier n'est pas plus beau. Presque la moitié des réserves ont besoin d'une nouvelle école. Certaines communautés attendent celle-ci depuis plus de 25 ans. Presque le tiers des écoles n'ont pas d'accès à l'eau potable. Dans ce court discours, je vais explorer 3 dimensions qui aident à comprendre pourquoi nous sommes dans la situation décrite. Il n'est pas possible d'expliquer à fond les raisons derrière cette triste réalité. C'est pourquoi je limite mon objectif à un aperçu général des aspects légaux de l'éducation des Premières Nations. Premièrement, nous allons explorer la Commission sur la vérité et la réconciliation. Deuxièmement, nous allons faire un survol de 3 lois qui touchent l'éducation des enfants des Premières Nations. Enfin, la décision récente du Tribunal canadien des droits de la personne sera explorée. Tout d'abord, la Commission sur la vérité et la réconciliation. Pendant plus de 150 ans, les pensionnats indiens ont cherché à éteindre les cultures et les peuples indigènes, et ce par mandat du gouvernement canadien. En 2008, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a établi la Commission de vérité et de réconciliation au Canada. Cette commission a rencontré des survivants de pensionnats, ainsi que d'autres, pour chercher la vérité et avancer vers la réconciliation. En 2015, la Commission de vérité et réconciliation a fait 94 appels à l'action. 7 de ces appels se rapportent à l'éducation. Je vous offre ici un bref résumé de ceux-ci. L'appel numéro 6 demande l'abrogation de l'article 43 du Code criminel du Canada, qui permet le châtiment corporel. L'appel numéro 7 demande une stratégie établie conjointement entre le gouvernement et les groupes autochtones pour éliminer l'écart en matière d'éducation et d'emploi entre les Canadiens autochtones et les Canadiens non autochtones. L'appel numéro 8 demande au gouvernement fédéral d'éliminer l'écart entre le financement des écoles sur réserve et hors réserve. L'appel numéro 9 demande au gouvernement fédéral de préparer et publier des rapports annuels sur le financement en matière d'éducation destinés aux enfants des Premières Nations dans les réserves en comparaison avec ceux des élèves hors réserve. L'appel numéro 10 demande la création de lois permettant aux Autochtones de gérer leur propre système scolaire, et ce avec un financement égal, avec un respect pour les langues et les cultures, tout dans le but de l'épanouissement des enfants autochtones. L'appel numéro 11 demande plus de places disponibles pour les élèves des Premières Nations qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires. L'appel numéro 12 demande au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux et territoriaux, de même qu'au gouvernement autochtone, d'élaborer des programmes d'éducation de la petite enfance adaptés à la culture des familles autochtones. Les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation quant à l'éducation ne sont pas radicaux, mais représentent une reconnaissance de l'égalité humaine et culturelle entre les Premières Nations et les restes des Canadiens. Maintenant, faisons un bref survol sur 3 lois qui ont un impact sur les élèves de Premières Nations.
Premières Nations réclament formellement, depuis le début des années 1970, le contrôle de leurs écoles. Considérons l'impact de 3 grandes lois. La première est l'Acte constitutionnel de 1867. La section 94 attribue au gouvernement fédéral le pouvoir à faire des lois relatives aux Premières Nations. L'éducation des enfants des Premières Nations est donc un pouvoir fédéral. Deuxièmement, la Constitution du Canada, 1982, section 35, reconnaît des droits ancestraux des Premières Nations. À cet effet, dans la décision R contre Vanderpeet de la Cour suprême du Canada, le juge en chef Lamer a écrit au sujet des droits autochtones dans la loi, et je cite, « À mon avis, la doctrine des droits ancestraux existe et elle est reconnue et confirmée par le paragraphe 35 de la Constitution du Canada, et ce pour un fait bien simple. Quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les peuples autochtones s'y trouvaient déjà. Ils vivaient en collectivité sur ce territoire et participaient à des cultures distinctives, comme ils l'avaient fait pendant des siècles. C'est ce fait, par-dessus tout, qui distingue les peuples autochtones de tout autre groupe minoritaire du pays et qui commande leur statut juridique et maintenant constitutionnel particulier. » Fin de citation. Troisièmement, la loi sur les Indiens, paragraphes 114 à 122, délimite les pouvoirs du ministre et encadre l'éducation des Premières Nations. Cette loi ne touche qu'aux éléments de base tels que les âges durant lesquels les enfants doivent aller à l'école, mais ignore complètement la question de financement. Il est à noter que les paragraphes qui ont permis la création des écoles résidentielles ont été abrogés en 2014, c'est-à-dire qu'il ne sera pas possible, sans renouveler la loi, de recréer les écoles résidentielles. C'est une heureuse réalité. Enfin, examinons la décision du Tribunal canadien des droits de la personne dans la cause de la Société du soutien de l'enfance et de la famille des Premières Nations contre le procureur général du Canada. Dans cette cause, les plaignants affirment que le ministère responsable des Premières Nations agit de façon discriminatoire en ayant en place des structures qui font en sorte que les enfants de Premières Nations reçoivent moins de financement que les enfants dans d'autres situations. Dans leur décision, dans la section 3, ils disent, début de citation, « Ainsi, l'intérêt supérieur de l'enfant est un principe fondamental dans la prestation de ces services, qui est reconnu tant en droit international qu'en droit canadien. Ce principe doit guider des décisions susceptibles d'avoir des conséquences sur les enfants. Ce principe s'applique à tous les enfants, y compris les enfants des Premières Nations. » Dans cette décision, le tribunal a déterminé que, en fait, le ministère agissait de façon discriminatoire. Selon Amnesty International, cette décision aura des impacts sur tous les services offerts par le fédéral sur les réserves, y inclut l'éducation. Il y a déjà presque 1 an et demi depuis cette décision du tribunal. Le fédéral a augmenté les argents pour l'éducation. Par contre, le leadership de l'Assemblée des Premières Nations n'accepte pas le processus progressif adopté par le fédéral. Avant de conclure, revenons sur les 3 éléments examinés. Nous avons examiné les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Nous avons exploré l'impact de l'acte constitutionnel de 1867, la Constitution du Canada et la loi sur les Indiens. Enfin, nous avons vu que les tribunaux canadiens des droits de la personne reconnaissent l'injustice dans le financement des écoles autochtones. En considérant les appels à l'action et la décision du Tribunal canadien des droits de la personne, il est possible d'entrevoir un meilleur avenir. Par contre, beaucoup devra changer. C'est le cas dans les facultés d'éducation, dont plusieurs universités canadiennes ont rendu obligatoire les cours en études autochtones à ceux qui veulent obtenir un BEd. Allons-nous voir un jour des facultés d'éducation vouées à la formation d'enseignants destinées à des écoles gérées par et pour les Premières Nations? Reste à voir. Les Premières Nations ont raison d'optimisme.
car en décembre 2016, l'Assemblée des Premières Nations ainsi que le ministère des Affaires indigènes ont annoncé la création d'une commission scolaire par et pour les Premières Nations. Le fait qu'il n'y a que 8 Premières Nations qui en feront partie pourrait donner l'impression que ce n'est qu'un modeste début. En réalité, c'est un début historique. C'est bien sûr, ce qui est sûr et certain est que les tribunaux canadiens ainsi que l'opinion publique exigent des changements substantiels pour assurer la réalité entre les enfants canadiens. La réconciliation est un processus qui va nécessiter que les enseignants ainsi que les systèmes scolaires soient transformés pour assurer une fin à la discrimination contre les enfants de Première Nation. Je laisse les derniers mots aux commissaires de la Commission de vérité et réconciliation, qui ont, dans leur rapport, dit, et je cite, « Connaître la vérité a été difficile, mais se réconcilier le sera encore davantage. Pour ce faire, il faut rejeter les fondements paternalistes et racistes du système des pensionnats qui sont à la base de la relation. La réconciliation nécessite l'élaboration d'une nouvelle vision fondée sur le respect mutuel. Il faut également comprendre que les conséquences les plus dommageables des pensionnats ont été la perte de fierté et de dignité des peuples autochtones et le manque de respect que les non-autochtones ont appris dès l'enfance à avoir à l'égard de leurs voisins autochtones. La réconciliation n'est pas un problème autochtone, c'est un problème canadien. Tous les aspects de la société canadienne pourraient devoir être réexaminés. La réconciliation nécessitera du temps. Fin de citation, Miigwech.